Bonjour, tu écoutes Je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Je m'appelle Anne-Sophie et je te propose d'aborder tous les 15 jours un sujet lié à la transition et l'écologie, de manière décomplexée et surtout dans la déculpabilisation. Je suis en transition depuis maintenant un peu plus de 15 ans et je ne suis toujours pas parfaite. Et ça va bien, merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme régulièrement, 2-3 messages avant le début. Alors merci à Jérémy et à Sébastien pour leurs tips sur la page Tipeee. Votre soutien est précieux et votre aide est vraiment la bienvenue. Alors le lien de la page Tipeee du podcast, je la mets dans la description. Je t'explique en quoi les dons ponctuels et réguliers m'aident dans mon quotidien et dans mon travail avec ce podcast. Et sache que même 1 €, ça fait déjà une différence. Deuxième petit message, c'est que avoir vos retours et échanger avec vous, ça me fait toujours très plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Depuis le début du podcast, on a eu 10 000 écoutes, donc 10 000 merci pour tout ça, parce que je pensais même pas que ça serait possible. Je sais aussi que tu m'écoutes d'un peu partout à travers le monde. Je sais que tu m'écoutes en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, à La Réunion, au Mexique, au Belgique, au Canada, enfin bref, dans à peu près 35 pays à travers le monde. Et moi qui adore les voyages, je peux pas imaginer à quel point je trouve ça ouf, quoi. Je te l'ai déjà dit, mais sache que les échanges que je peux avoir avec toi, connaître tes avis sur les épisodes, discuter, enfin tout ça pour moi c'est des moments super précieux. Donc je tiens à faire un merci tout particulier à celles et ceux qui sont venus discuter quelques minutes avec, voire même beaucoup plus longtemps cette semaine. Donc un merci tout particulier à Soline, à Laetitia, à Gilles, à Mathilde, à Béatrice, à Francis. J'en oublie sûrement, je suis désolée, mais je pense très fort à vous. Voilà, ça fait des contacts humains et c'est tellement plus riche que juste des chiffres de statistiques en fait, tout simplement. Et moi, voilà, discuter avec des gens, j'adore ça, tu le sais, puisque tu écoutes le podcast. Dernier message avant l'introduction du podcast. Donc pour soutenir le podcast et lui donner plus de visibilité, tu peux, si tu écoutes sur Apple Podcast, me laisser des étoiles et des commentaires. Ça te prend 5 secondes et c'est vraiment important. Je sais que vous êtes une grosse centaine à m'écouter sur cette plateforme. Voilà, c'est un bon moyen de m'encourager. Tu peux bien sûr continuer à en parler autour de toi, parce que à l'heure actuelle, c'est comme ça que le podcast se développe. Je te remercie pour tout ça et pour tous les partages que tu peux faire sur les réseaux sociaux. Bon allez, j'attaque le début de cet épisode. Alors aujourd'hui, tu vas entendre la deuxième partie de ma conversation avec Sébastien. Et cette fois-ci, on part sur des actions un peu plus pratiques et concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dans ton jardin ou dans les pots de plantes que tu vas avoir sur ton balcon par exemple ou sur ta terrasse. Alors si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'encourage vivement à le faire. Comme ça, tu découvriras Sébastien et ce qu'il propose aux viticulteurs et aux particuliers en Champagne avec son entreprise Alternativity. Alors attention, spoiler alerte, il t'aide à remettre du vivant dans ton sol et te donne des conseils pour le protéger et pour remettre plein de biodiversité, pour que tes plantes elles aient une meilleure alimentation et qu'elles puissent lutter contre les maladies et les parasites toutes seules, ou en ayant le moins d'aide possible de la part des êtres humains, voire même pas du tout d'aide. Donc dans cet épisode, on t'expliquait ce qu'était la permaculture, l'agroécologie, pourquoi il fallait protéger les sols, le rôle que pouvaient jouer les mauvaises herbes, etc. Alors dernière chose, je précise bien que les conseils que Sébastien va te donner dans l'épisode d'aujourd'hui sur le paillage, les lasagnes, tout ça, tu peux aussi le faire sur les plantes de ton balcon. T'es pas obligé d'avoir un jardin. D'ailleurs, moi je l'ai fait cette semaine et j'espère que ça soignera un petit peu mon karma en tant que tueuse en série de cactus. Voilà. Allez, maintenant, retour à notre discussion avec Sébastien et on commence par est-ce qu'on peut réparer son sol. Donc du coup, on peut rattraper un sol. Oui, oui, oui. Donc rattraper un sol, ça voudrait dire essayer de le décompacter et essayer de rapporter de la biodiversité à l'intérieur pour que du coup, j'ai bien compris qu'il fallait pas qu'on gratte à l'intérieur du sol parce que du coup, ça Non. risque de l'abîmer, l'érosion, tout ça, mais du coup, les petites bestioles, si on arrive à les ramener, elles arrivent à creuser en douceur Oui, tranquillou les et les petites bestioles et puis les plantes. Et puis les plantes, par exemple, si tu as du liseron des haies et puis du pissenlit, en fait, ça va décompacter le sol aussi. Parce que quand la ah racine ouais. va mourir, ça va laisser un trou. Et puis, il faut penser aussi que ces plantes-là, ça va donner quelque chose à manger au sol, à manger aux champignons, à manger aux vers de terre, au niveau racinaire. Donc il faut laisser, plus on va laisser faire la nature ou plus on va l'aider, et mieux ça va être.
Et du coup, pour l'aider, on pourrait faire quoi, par Ah ben, exemple? pour décompacter un sol, on peut essayer d'y faire pousser du blé ou de l'orge ou du seigle à contre-saison, par exemple. Ah, j'ai un ami, on a fait un mélange avec du seigle et puis de la févrole et puis de trèfle. Et son mélange, il l'a semé dans les vignes avec un bon semoir, hein, pour faire du semis direct. Et il a réussi à monter un seigle à 2,05 m. Là, c'est une association de plantes qui sont complémentaires parce que c'est un peu dans l'idée du mille-pas aussi. Il y en a qui vont Mmh. apporter de l'azote, d'autres qui vont faire un peu d'ombre. Et puis elles vont pousser à différents moments. Et le seigle, lui, c'est une plante qui va avoir un racinaire très important et qui va être un peu en décalé par rapport à la vigne. C'est-à-dire que lui, il va arriver à Mmh. maturité quand la vigne va commencer à se réveiller, quoi. 2 questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est est-ce que dans les plantes que tu peux mettre dans ce fameux petit sillon, tu peux mettre aussi des plantes, pas forcément qui vont apporter un truc au sol ou en termes de nourriture ou autre, mais est-ce que ça peut être des choses, des plantes qui vont faire du répulsif sur certains insectes peut-être ou certains champignons, ce qui fait que du coup ça va permettre de pas avoir à mettre d'insecticide? Alors, Je sais oui, pas, hein, oui, question. alors effectivement, ça peut être envisagé dans ce sens-là. C'est-à-dire que des plantes, il y a certaines parcelles de vignes, par exemple, qui ont des problèmes avec des petits nématodes, c'est des vers qui viennent piquer les racines et sucer la sève de la vigne. Donc là, on peut se Mmh. dire, ah ben, on va mettre des plantes nématicides. Et en OK. faisant ça, on se dit, ben voilà, on va se débarrasser des nématodes. Seulement, le problème de ça, c'est que c'est très mal compris actuellement, surtout dans cette démarche-là, qui est une démarche pour remettre un sol vivant en place, en fait, un sol avec plus de vie en place. Alors ça va Mmh. faire hérisser aussi le poil de certains de tes auditeurs, mais en fait, on a une problématique majeure en agriculture, au sens large, c'est que nos sols manquent de carbone et manquent de vie. Voilà. Parce que OK. on décarbone les sols de plus en plus et en les travaillant ou en leur faisant passer des tracteurs dessus, etc., on perd du carbone. Donc si on perd du carbone, on Mmh. perd de la nourriture pour toute la vie du sol, en gros. Et, et Mmh. jusqu'à présent, les scientifiques, en fait, ils ont fait des études dans ces sols-là. Et souvent, ils ont fait des études aussi en laboratoire, donc en pot de fleurs. Et on se rend compte, on commence à se rendre compte que ils ont pas, ça fonctionne pas pareil dans un sol qui devient très vivant. Par exemple, moi, il y a un viticulteur là que je suis en conseil, c'est deux frères, ils sont très forts, ils sont à la pointe. Ils viennent me voir et puis ils disent, oh, bah, moi j'ai mis de la facélie dans la parcelle qui a du cournoué. Donc le cournoué, c'est le virus qui est transmis par le petit nématode. Et je leur dis, mais Mmh. écoutez, là, ce que vous faites là, tous les techniciens classiques le déconseillent. Parce que la facélie, c'est quelque chose qui va servir d'abri aux nématodes. Ça va cultiver les nématodes dans votre sol. Et vous avez déjà une problématique de nématodes puisque votre vigne, elle a du cournoué. Elle a un virus OK. qui a été amené par un nématode. Donc je fais, ça va pas. Voilà, si vous avez un technicien, un agronome classique qui vous regarde ça et il vous dit mais c'est complètement dingue ce que vous faites, il faut absolument pas faire ça. Mais je leur dis après, mais en fait on ne sait pas parce que il y a nématodes et nématodes. Des nématodes, il y en a certainement des centaines peut-être même des milliers d'espèces qui ne sont pas toutes connues. Et il y a certains nématodes qui vont manger d'autres nématodes. Et puis, en fait, vous remettez de la vie dans le sol. Et remettre de la vie dans les sols, c'est remettre des champignons dans les sols. Et on sait qu'il y a des champignons du sol qui sont carnivores. Et du coup, je leur dis, ben voilà, vous faites quelque chose qui n'a jamais été testé. C'est peut-être une catastrophe d'un point de vue agronomique classique et conventionnel, mais dans votre système, ça va peut-être donner quelque chose de correct. Et cette année, ils reviennent me voir, ils me disent, on n'a plus de cournoué dans nos vignes. Voilà. C'est hallucinant, c'est complètement, C'est enfin, à l'inverse des connaissances. Oui, oui. Les mentalités changent dans la tête de tout le monde, à la fois du grand public et puis à la fois dans la tête des viticulteurs aussi et de la profession. Et donc on sait bien hein, qu'on va dans le mur.
tout le monde le sait, hein, c'est aussi pour ça qu'on parle de solastalgie, il y a une éco-anxiété là-dessus, tu connais bien. Et, Mmh. ouais. Et ben oui, c'est l'épisode 2. Et donc tout le monde a cette idée-là qu'il va falloir faire des essais et qu'il il y a de nos pratiques qui vont pas, quoi. Nos pratiques actuelles agricoles, elles, Mmh. elles sont parfois au bord du mur. C'est intéressant parce que du coup, là, en parlant des méthodes et de la facélie, du coup, tu parles pour ramener de la biodiversité. Une fois de plus, on parle toujours du sol. C'est vrai que moi, quand on me disait: «Ramener de la biodiversité», moi, je voyais des coccinelles, tu vois? Donc Ça, c'est pareil, quand je fais des formations sur la biodiversité, les viticulteurs, ils me regardent avec des gros yeux, ils hallucinent un peu. Mais du point de vue scientifique, ça doit être toujours Marc-André Sellos qui dit ça. Quand un scientifique spécialiste de la génétique arrive à un endroit, dans un terrain, dans une parcelle, et qui fait une analyse génétique de tout ce qu'il y a, y compris des bestioles qui sont dans le sol, des micro-organismes, des bactéries, en fait, il se rend compte que 75% de la biodiversité, donc c'est la variété des espèces, hein, en nombre d'espèces, en quantité d'espèces et tout ça, ben 75% de cette biodiversité, elle est dans le sol. OK. Oui, c'est ça, c'est qu'une fois de plus, c'est le sol qui est primordial. Donc la première chose, à regarder, c'est d'abord le sol et puis ensuite, du coup, le reste, c'est pas que ça sert à rien parce que, je pense que c'est quand même toujours utile d'apporter aussi de la biodiversité pour les pollinisateurs et des choses comme ça. Le reste va suivre. En fait, le reste va suivre, tout simplement. Ne penser que à ce qui se passe au-dessus de la terre, enfin, c'est nier, 80 du job, quoi. Bah, oui, ouais, ouais, et puis c'est nier le fonctionnement de la vie, hein, Ouais. carrément, parce qu'on c'est nier enfin, c'est qu'on n'a rien compris en fait dans le fonctionnement de la vie. C'est-à-dire que les plantes, elles ont besoin de manger correctement, et puis si on mange correctement, bah, ça va nous permettre de mieux résister aux maladies. Et ça commence à être connu. Donc les scientifiques, ils arrivent à le voir ça sur des légumes. Par exemple, ils se rendent compte que des légumes qui sont en permaculture, ils sont plus riches en sels minéraux, en vitamines, en antioxydants, et ils se débrouillent au mieux aussi vis-à-vis des insectes. C'est-à-dire que les Mmh. insectes, ils vont venir moins les boulotter parce qu'ils les trouvent un petit peu plus difficiles à digérer peut-être. Ce Voilà. qu'on dit par rapport à alors c'est la bio, mais du coup, c'est enfin, on a bien compris que être en bio, ça suffit pas, en fait. Il y a tout un autre, il y a tout un écosystème, une pratique holistique, en fait, je vais dire, de l'agriculture. Ouais. Et c'est vrai qu'on a enfin, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, c'est un légume bio, donc il est meilleur en goût» et en fait, ça n'a jamais pu être prouvé. Par contre, prouvé qu'en termes de qualité nutritionnelle, il y avait quelque chose de plus puisque en fait notre nourriture depuis des dizaines d'années perd énormément de qualité nutritive. Là, par contre, on peut le prouver, quoi. Et sur le coup, donc ça vient du sol. Je vais faire Ouais. un parallèle avec le compostage. Enfin, moi, j'ai appris récemment que le compost, quand tu mets du compost, c'était certainement pas pour aider la plante, mais pour aider ton sol, en fait. Oui, c'est plus pour ça effectivement. Et ça, c'est pas encore bien compris non plus. Mais le compost, par exemple, c'est pas la panacée non plus. Parce que le meilleur compost qu'on puisse faire, en fait, c'est un compost sur le sol. Parce que l'idéal, en fait, c'est avoir un compost, c'est bien, hein, tu vas dégrader tes déchets organiques, tu les envoies pas dans un système de déchetterie ménagère, et ça c'est parfait, hein. Ça c'est super déjà. Mais si tu pouvais composter en surface, en fait, tu permettrais à la vie du sol de se nourrir directement. L'idée, bah, c'est de balancer nos épluchures, nos déchets verts au pied des arbres. Alors, de façon plus ou moins jolie, hein, parce que et puis plus ou moins, enfin, faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, parce que si dans un jardin, par exemple, tu as déjà beaucoup de campagnols, donc qui est les petites souris là qui vont manger les racines de tes plantes, si tu t'amuses à balancer tes épluchures de légumes, là, tu penses bien que
ça va pulluler. Au bout d'une année, tu as facilement 100 bestioles dans ton terrain, quoi. Donc ça, c'est pas très judicieux de faire ça. Par contre, si tu es dans un endroit fermé dans lequel il n'y a pas de bestioles, bah c'est pas de rats, pas de souris, bah là c'est l'idéal, quoi. Tu peux faire ça. Et ça va nourrir beaucoup plus de vie dans ton sol. Donc c'est dans la même idée, tu as des feuilles mortes, eh ben il faut pas les. En fait, tout ce qui est dans un jardin ne devrait pas être exporté dans un jardin. Et puis après, tu peux aller plus loin dans un champ ou dans une vigne. Ça ne devrait pas être exporté parce que tout devrait rester sur place et servir à nourrir la vie de ton sol. Comme tu ferais avec le paillage, en fait, qui du coup a plusieurs utilisations. Ouais, Enfin, qui a exactement. plusieurs conséquences. Enfin, nourrir le sol et aussi permettre, de protéger le sol de la sécheresse et la limitation de l'utilisation de l'eau, c'est ça? Exactement, exactement. Plus on va donner de vie au sol, plus on va remettre de carbone, et plus on remet de carbone, plus il y a de champignons. Il faut savoir que dans une grosse poignée de terre, donc, c'est l'équivalent de 10 kilomètres de champignons en sol vivant. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et il faut toujours garder aussi en tête que dans 1 litre de sol, il doit y avoir 1 demi-litre d'air. Donc un sol vivant, réel, tel qu'il devrait être aussi, tel qu'il est en forêt, si on passe pas avec des tracteurs pour tout détruire, hein, mais bon, bref. Euh, Tel qu'il est en forêt, si l'homme y met pas les pieds, euh, c'est 1 litre de sol, 1 demi-litre d'air. Et donc c'est très poreux, c'est une éponge. Et ça doit être pareil ça devrait être pareil dans les champs et dans les vignes et dans les jardins. Et comme ça stocke énormément d'eau quand il pleut. Et puis ça respire énormément. Donc les champignons, ils vont chercher l'eau très loin quand il y en a besoin. Et c'est vrai que souvent en permaculture, on voit cette notion de but, tu vois? Enfin, je sais pas, Oui, tu vois de quoi je parle? oui, oui, Est-ce très bien. qu'en viticulture, tu pourrais faire pareil ou en fait, c'est genre, juste lié au maraîchage, ça? Alors la butte en permaculture, c'est une fausse bonne idée très souvent. D'accord. Très très souvent. Moi j'ai commencé comme ça, hein. Je te dis ça parce que j'ai commencé comme ça. J'ai dit bon, enfin on fait des essais permaculture, on fait une butte. Et ça fonctionne pas toujours, voire pas du tout des fois. Moi ça n'a pas fonctionné du tout parce qu'il faut qu'il y ait une liaison qui se fasse entre ta butte et ton sol. Mmh. Et la liaison, ben, elle se fait pas toujours quand t'as pas assez de vie dans ton sol, ou elle se fait pas la première année. Alors ce qui marche bien dans une butte en permaculture, c'est que quand tu es dans un marais, par exemple, dans une zone marécageuse, où tu as Mmh. beaucoup d'humidité, cultiver en butte, et ben c'est très bien parce que ça permet aux légumes d'avoir les racines hors de l'eau. Ça, c'est Mmh. super. Et par contre, quand tu as un Et sol qui est très asséchant, ben c'est pas terrible parce que l'eau, quand il pleut, la pluie, elle va couler sur le paillage et puis elle va aller au pied de ta butte. Alors, ce qui marche bien, par contre, qui est la même technique, un peu différent, c'est la lasagne. La lasagne, là, c'est tout plat. Et c'est tout plat et ça marche super bien. Parce que dès qu'il pleut, l'eau, elle reste sur place, elle va pas s'amuser à couler sur le côté. alors là, il va falloir que tu me racontes ce que c'est parce qu'en termes visuels, je vois des couches de pâtes Ouais, c'est ça. et de la bolognaise Eh ben, dans des plats bah, et du coup, t'imagines la pâte bolognaise là, et ben t'imagines ça, ouais, mais version but de permaculture. C'est-à-dire que tu mets des branches, tu mets OK. de la sauce tomate, donc de la verdure. Voilà, tu mets du carbone, tu mets de l'azote, tu mets du carbone, de l'azote, et tu fais un millefeuille comme ça. Tu alternes, et puis tu termines souvent par un petit peu de terreau ou de terre que t'avais pris en dessous. Voilà. Et donc tu montes ça sur bah, ce que tu veux, 10, 15, 20 centimètres, 40 centimètres, vraiment la taille que tu veux. Dans ce terreau-là, tu vas planter ou semer directement tes légumes. T'attends pas, hein.
Tu fais ta couche là, donc tu fais ça au printemps, bah, tu commences à avoir des tontes de pelouse par exemple. Donc dans le bas, bah, tu vas mettre du carton, de la paille si tu en as, des feuilles mortes qui te restent, qui traînent et dont tu sais pas quoi faire. Tu fais ça dans ton jardin. Si tu as du broyage de branches, ben, tu mets ça en dessous, c'est parfait. Et puis dessus, tu vas mettre une couche de tonte de gazon, des épluchures de légumes, des mauvaises herbes, voilà, ce dont tu te débarrasses. Il faut vraiment te débarrasser de tout. Tu peux mettre aussi un peu de compost qui est pas mature encore, le haut de ton composteur par exemple, ça ira très bien là. Et puis tu remets dessus une couche de terreau ou de terre et tu vas planter ou semer directement dedans. Une fois que tu as fait ça, tu remets un petit paillage dessus pour, toujours dans l'idée permaculture, il faut que le sol il soit toujours couvert pour garder la vie du sol en état et que ça chauffe pas trop. Et ça marche d'enfer. C'est les carrés potagers, tu vois. Moi j'avais fait ça dans l'école maternelle de ma petite et la maîtresse, elle voulait, je lui avais dit, bah, vous pourriez pas faire un petit carré potager parce que je voyais qu'il y avait des planches qui n'étaient pas utilisées. Elle me dit: «Ah bah si, si, ça serait intéressant» et donc je lui avais monté une lasagne comme ça, avec, alors je lui en ai monté 2 parce qu'elle était tellement contente de la première, elle en a voulu une deuxième et les enfants, dès 2 ans, 3 ans, en fait, ils plantaient directement dans le terreau et ça a super bien marché. Elle a arrosé très peu, elle m'a donc faut arroser quand même au début, hein, ça j'ai oublié de le dire, mais voilà, c'est indispensable. Alors s'il pleut, si on fait ça à un moment où il pleut, ben, on n'arrose pas évidemment, mais il faut quand même qu'il y ait il y a de l'humidité, hein. La vie, c'est comme nous, hein, si on mangeait que des trucs secs et puis qu'on n'avait pas d'eau, ben, on mourrait. Comme tu parles de l'eau, je vais rebondir là-dessus. Ça me fait penser forcément à l'épisode sur l'accessibilité à l'eau que j'ai fait il y a quelques temps. Est-ce que l'agroécologie, ça peut avoir une influence sur le réchauffement climatique? L'agroécologie, ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse à, effectivement, à la limitation du changement climatique. Euh, Là, j'ai discuté justement la semaine dernière avec une entreprise qui va se mettre à payer des agriculteurs quand ils font du stockage de carbone dans les sols. Enfin, il y a de l'argent à Bruxelles qui va servir à ça, qui doit servir à ça. Donc eux, ils ont mis au point une technique de mesure de stockage de carbone dans les sols et les agriculteurs, ils pourraient être payés Mhm. quand ils changent de technique, ils arrêtent de labourer, hein, tout simplement et qui font du semi direct, et bien à ce moment-là, ils peuvent recevoir un financement. Parce que ça permet de stocker du carbone dans les sols, et en plus de ça, ça va permettre de stocker l'eau dans les sols. Ce qui permettrait par exemple de regonfler des nappes phréatiques. Oui, oui. Ou éviter qu'elle ne se vide trop rapidement. Parce que l'eau va être plus stockée, donc elle va moins ruisseler. Ça va garder plus d'eau localement et ça va faire un stock plus important. C'est que du bénéfique. Et puis il y a encore un autre effet qui va certainement être une amélioration de l'eau dans les nappes phréatiques. Parce qu'actuellement, les nappes phréatiques, elles sont souvent situées en dessous de champs ou de parcelles agricoles ou viticoles et elles se contaminent petit à petit avec quand même les produits qui sont mis dedans. Ne plus toucher au sol, remettre de la vie dans les sols, c'est remettre 1 milliard de bactéries par gramme de sol, donc 10 km de champignons dans une poignée de terre, c'est remettre des centaines de milliers de protozoaires, d'amibes, qu'est-ce que j'ai oublié, de colamboles, de vers de terre, etc. C'est remettre énormément, énormément de vie. Et c'est une vie qui va aussi dégrader les composés chimiques qu'on va continuer à y mettre. Donc même en continuant une agriculture conventionnelle avec des produits conventionnels, ne pas toucher le sol, ça permettrait d'améliorer le pouvoir de filtration du sol en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ça va permettre de décontaminer l'eau qui va pénétrer le sol. Et ça va aller plus loin que ça, parce que moi, je le pressens pour avoir travaillé sur les maladies des plantes. Ce que je pressens, c'est qu'en fait, en conventionnel, ils vont se rendre compte qu'ils auront besoin de moins de traitements. Donc du coup, on va aller vers un cercle vertueux.
Mon credo, en fait, c'est que le viticulteur se rendant compte qu'il va vers un cercle vertueux, va se dire à un moment, la grille ou le viti va se dire: «Je pourrais très bien utiliser des produits bio. Maintenant que j'ai une pression maladie qui est moindre, voire inexistante parfois». Je vais essayer de résumer. Donc, que tu sois un professionnel ou un particulier, que tu utilises encore ou non des produits chimiques sur tes champs ou dans des cultures ou sur ton potager, tu peux dès aujourd'hui commencer de toute façon à protéger ton sol. Tu peux le faire en faisant du paillage, c'est ça? Pour le commun des mortels, le jardinier, ou même le gars qui a des petites plantes en pot, le paillage, il le fait du jour au lendemain et ça pose pas trop de soucis. Par contre, en agriculture et en viticulture, là, quand même, il y a une phase de transition. Il y a besoin d'un matériel différent. Il y a des pratiques culturelles à changer. Et là, ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Hein, c'est plus compliqué que ça en a l'air. L'agriculteur, il a quand même une obligation de rendement parce que derrière, il a des emprunts, il a une famille à nourrir, il a des choses comme ça, quoi. J'ai vu que tu avais fait partie d'une initiative, ou en tout cas que tu avais participé à ça. Tu sais de quoi je parle? Enterre ton slip. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Enterre ton slip. Tu nous expliques? Alors, enterre ton slip, déjà, c'est plus sérieux que ça en a l'air. Hein. Voilà. Enterre ton slip, c'est une action qui est organisée par la FDSEA de la Marne, à la base. C'est la fédération pour les agriculteurs qui est souvent décriée, sont plutôt axés tradis, conventionnels, etc. Bon. Là, il se trouve que nous, on a un groupement qui est super. Voilà. Il y a une personne qui s'appelle Léa Thomas, elle est géniale, voilà. Donc, et donc elle est elle est moteur là-dessus et elle nous entraînait aussi parce que je suis dans une association qui s'appelle Arbres et Paysages en Champagne. Donc elle a entraîné l'association dans dans ce petit délire là, ce petit défi et qui est plus rigolo, enfin qui est rigolo. Et du coup, bon, on le fait avec plaisir parce que c'est amusant aussi de communiquer là-dessus au niveau des réseaux sociaux. Et tu vois, t'en as entendu parler, donc ça fait un petit buzz. Un buzz. Alors, on a tous le même slip, un slip en coton blanc, et on l'enterre tous au même moment et à la même profondeur, dans des parcelles de vignes, dans des parcelles agricoles, et on met un petit fanion, on met voilà, une petite marque pour pouvoir le déterrer 3 mois plus tard. Moi, l'année dernière, je l'avais déjà fait et j'en avais mis un aussi dans mon jardin en permaculture. Et ben, on se rend compte qu'il y a intérêt à savoir exactement où on l'a mis, parce que même moi, sachant exactement où je l'avais mis, eh ben, j'ai eu du mal à le retrouver. Et ouais, parce que donc l'objectif du coup, c'est de voir quelle est la qualité du sol et est-ce qu'il y a de la biodiversité parce que, heu, le slip, s'il est enterré, normalement, il doit se faire manger par les bestioles ou Voilà, par, c'est ça. c'est ça, le but c'est ça et donc du coup, plus ton sol il est vivant et moins tu as de slip après. C'est ça, exactement. Donc, plus ton sol il est vivant et plus le slip de grand-papa doit ressembler à un string ficelle, quoi. Voilà, Ce qui en explique gros. du coup que certains ont du mal encore plus à le retrouver parce que si ton sol il est vraiment super vivant, bah, peut-être qu'il peut complètement disparaître, quoi. C'est ça, il reste plus que les élastiques. OK. Oui, Hein, tu parce vois, tout ce que qui est élastique, il n'y a plus que ça. Donc moi l'année dernière, j'avais plus que ça j'ai ressorti ça de mon jardin. super et donc là, tu dis que tout va bien du coup quand tu fais ça? Ouais, tout va bien, effectivement. Quand on ressort un slip qui a été complètement mangé en 3 mois, ben c'est signe qu'on a beaucoup de vie dans le sol. Alors il y a un petit bémol à ça, c'est que c'est aussi fonction de l'année, s'il pleut plus ou moins. Et il y a un Bon. moment particulier dans l'année pour le faire ou? Oui, ça se fait entre le 15 mai et le 15 août. C'est là où il y a le plus de vie dans le sol, plus de vie active. Et tu le mets à combien? Tu l'enterres à combien? Non, c'est entre 15 et 25, je sais plus, j'ai un doute entre les deux. Ouais, c'est pas super profond non plus, quoi. Je dis ça parce que peut-être qu'il y a des auditeurs pour tester la qualité de son sol, enfin quand tu as pas tu peux pas forcément faire appel à un biologiste qui va venir chez toi si tu as un potager mais que tu sais pas trop,
voilà, bah, ça peut être une bonne idée en fait, de tester. Oui, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée et puis, ça peut être aussi une bonne idée d'évolution. Ça permet de le suivre, d'une année sur l'autre, ce Mmh. sol-là. Tu vois, par exemple, moi, je l'avais fait dans une vigne, l'année dernière et l'année dernière, c'était une vigne dans laquelle je commençais la démarche sol Mmh. vivant. Donc on n'avait pas forcément, initialement beaucoup de vie dans les sols et cette année, je le refais dans cette vigne-là et je me rends compte que le slip, il a été beaucoup plus mangé que celui que j'avais déterré l'année dernière. Du coup, la démarche sol vivant, c'est quoi? C'est ce que tu proposes avec ton entreprise, de mettre, enfin chez tes clients quoi? Enfin je tu Oui, ben, oui, c'est un peu ça, c'est de remettre beaucoup de vie dans les sols, de remettre beaucoup de carbone pour que, déjà la vigne, elle se remycorhize, hein, parce que ouais, sans mycorhisation, parce que les champignons, ils donnent aussi des antibiotiques aux plantes, hein, ça j'ai oublié de le dire bien tout à sûr. l'heure. Ah bah oui. Donc ça c'est intéressant, des antifongiques aussi, même si c'est des champignons, ils donnent d'autres antifongiques pour lutter contre d'autres maladies. Mmh. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est remettre du carbone dans les sols, hein, il faut leur donner le maximum de chances de sortir des maladies tout seules, quoi. Toutes seules. Mmh. Les plantes, elles doivent se débrouiller toutes seules. Elles ont une espèce de... La plante, c'est un peu comme nous, ça a une espèce de système immunitaire et des mécanismes, ça a beaucoup de mécanismes de défense pour résister aux plantes. Sébastien, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et j'espère que les auditeurs auront trouvé cette discussion, aussi passionnante que moi. Je ne sais pas, mais je te remercie aussi. C'était super. Et puis, bah, je te dis, à bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a donné des idées pour remettre de la vie dans ton jardin ou dans tes pots de fleurs, et surtout qu'il t'a permis de comprendre un peu plus ce qui se cache derrière le mot de permaculture. J'espère aussi que bah, tu verras d'une autre manière maintenant bah, les mauvaises herbes et aussi un peu les slips. Hein, voilà. Je te donne rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité qui va nous parler de son projet qui est totalement inclassable, hein, voilà, et qui nous donne une vision de ce que pourrait être ce monde de la finance et de l'économie qui est radicalement différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bah, ça va aller, parce que je sais que tu fais de ton mieux.